Vous regardez Croissance Verte sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous explorons le monde du micro-jardinage à Dakar, mettant en avant l'engagement remarquable des habitants pour une agriculture urbaine respectueuse de l'environnement et aux avantages économiques multiples. Les caméras de Croissance Verte se sont focalisées sur HLM, l'une des 19 communes d'arrondissement de la capitale sénégalaise où un projet de micro-jardinage se démarque par sa durabilité et son impact positif sur la sécurité alimentaire locale. Et afin d'obtenir un éclairage supplémentaire sur les avantages et le potentiel du micro-jardinage en milieu urbain, nous sommes avec monsieur Yaya Ba, formateur en agroécologie intensive et cofondateur de Sounou Jardin. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous également. Et on se retrouve après ici, juste après notre reportage. Il est signé Sirmi Boukaka et Moussandir. Nous sommes dans la commune des HLM, dans la capitale sénégalaise. Aujourd'hui, vous allez découvrir une dame battante, Mariama Fati. Elle fait du micro-jardinage dans un espace particulier. Elle a été formée depuis 2006. Je ne vous en dirai pas plus, je vous y emmène. Venez avec nous. Sourire aux lèvres, Mariama nous accueille dans son micro-jardin. Des fruits et des légumes frais poussent dans les plaques d'arachide, témoignant du travail acharné de Mariama. Il est 11 heures et la Sénégalaise vérifie les produits qu'elle a cultivés ces derniers jours. Depuis 2006, année où elle a reçu sa formation, Mariama se consacre à la culture des plantes. Installée dans un centre socioculturel des HLM, grâce à un projet de la municipalité, elle y pratique le jardinage urbain intensif. Je peux dire que je n'ai pas choisi, donc je peux dire que je suis venue ici par curiosité. Parce que je ne croyais pas au micro-jardinage. Parce que la première fois que j'ai vu les tables, c'était à Rufisque. J'étais partie là-bas lors d'un mariage, j'ai vu les tables. Je pense que c'était 2 tables, une table de menthe et une table de laitue. Donc moi je suis curieux. J'ai demandé à la dame, elle me dit que ils sont poussés là. J'ai dit non, c'est pas possible. Parce que ce que j'avais l'habitude de voir, c'est de travailler par terre. Donc lorsque la formation est venue, je me suis dit pourquoi ne pas aller voir ce qui se passe réellement. Parce que moi, à l'époque, j'étais étudiante. Après mon bac, j'ai fait une formation en téléinformatique. Donc, après la formation, j'étais à la maison sans rien faire. Donc, lorsque la formation est venue, je me suis dit pourquoi pas ne pas aller pour voir par curiosité ce qui se passe là-bas. Au-delà de la production, Mariama est aussi formatrice. Dans son jardin urbain, on y trouve une variété de légumes et des fruits tels que la menthe, les concombres, les tomates, les aubergines et les cérises. Pour obtenir ces produits de qualité, elle utilise exclusivement des fertilisants organiques, refusant les engrais chimiques. Vous pouvez voir là-bas, ça c'est du lessenon. Ou bien j'utilise aussi de la fiente de volaille, les peaux de banane aussi je les utilise pour alimenter. Au début c'était dans le cadre du projet, on utilisait le macro et le micro, ce sont des fertilisants. Mais il y avait un peu de chimique. Mais lorsque le projet est terminé, on n'a plus accès aux produits. Donc, raison pour laquelle nous avons initié à faire de la volaille ici, pour pouvoir alimenter, fertiliser les plantes. Dans une salle au centre socioculturel des HLM, 2 monitrices. Elles connaissent bien les produits de la maraîchère. Elles achètent leurs fruits et légumes chez Mariama. Je suis mère de famille, je travaille. Je descends à 15 heures pour préparer. Quand je termine le travail à 15 heures, je m'arrange pour préparer le dîner. Et tout dépend du menu. Soit c'est de la salade ou autre. Et si c'est de la salade, c'est ici que je fais mon marché. Car le micro-jardin est le meilleur endroit pour le marché. C'est la famille qui est appréciée. Ici, on achète ici des bananes. On achète aussi des papayes. Il y a aussi le thé qui est là, on l'appelle le nana. Il y a toutes sortes de thé ici, il y a des épices encore.
Les épices, on les besoin à la maison. Au lieu de faire des magies là-dedans dans les cuisines, là, tu vas utiliser les épices. C'est beaucoup plus rentable et puis c'est beaucoup encore plus riche pour manger. Quelques minutes plus tard, Ndeye Fatou rejoint Mariama pour prendre de ses nouvelles. Ça va? Ça va bien, merci aussi. Selon certains consommateurs, la plupart des produits bio se conservent sans difficulté. Ndeye Fatou reste confiante quant à la qualité des légumes et des fruits cultivés par la formatrice. Le matin, dugg si woon naa ci tool bi doon jënd concombre. J'étais là ce matin pour acheter des concombres. J'en ai pris des kilos. Ce sont des produits de qualité que l'on vend ici. Tout ce qui est produit ici est sans engrais chimiques. C'est pourquoi mon choix est porté sur ce micro-jardin. Pour pratiquer cette culture écologique hors sol, la formatrice utilise des techniques variées, notamment la terre mélangée à du compost ou du fumier. Ses clients apprécient tout autant ces produits naturels. Mohamed Bouna, lui, fréquente très souvent ce lieu. Après avoir passé sa commande, il a décidé de venir la récupérer. Manger sain est pour lui un véritable défi. Pour des raisons de santé, c'est pourquoi je préfère consommer des produits bio. Parce qu'aujourd'hui, l'engrais qui est utilisé ici, ce n'est pas de l'engrais chimique, c'est de l'engrais organique. Donc pour des raisons de santé, j'ai fait mon choix. C'est un choix naturel et qui me permettrait de vivre aussi bien longtemps. La production du micro-jardinage au Sénégal nécessite des moyens financiers modérés, principalement pour l'achat de matériel de base et des semences. Les coûts initiaux peuvent être élevés pour certains maraîchers, mais cette méthode reste accessible et rentable pour améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des ménages urbains. Toutefois, les prix fixés de ces produits sont plus ou moins abordables. Nous sommes dans une commune où le pouvoir d'achat n'est pas trop élevé. Donc il y a certaines personnes qui ne peuvent pas faire la différence entre le bio et ce qu'on leur vend au niveau du marché. Donc nous, on ne vend pas au prix bio. Par exemple, si on vend des prix bio, le poivron, il y a certaines personnes qui le vendent à 3 000 francs le kilo. Donc moi, le poivron, je le vends à 1 500. Donc vous voyez, une botte de laitue rouge comme ça, si vous allez au supermarché, tu peux l'acheter le kilo à 1 500. Mais moi, je le vends par botte 200. Si vraiment j'ai la production, je vends 3 bottes à 500 francs. La plupart du temps, le Sénégalais lambda, l'Africain lambda, ils pensent que les produits bio sont trop chers ici, alors qu'ils ne se sont pas rapprochés de ces producteurs-là. Aujourd'hui, moi, je les invite massivement à venir non seulement découvrir les techniques, le système de travail de Mariama. Ce n'est pas du tout cher. Et pour des raisons, encore une fois de plus, je le dis, je le répète, de santé, moi j'invite l'ensemble des Sénégalais de venir acheter ces produits-là. Dans le micro-jardin de Mariama, il y a aussi un citronnier. Mohamed souhaite acheter des citrons, mais elle le lui déconseille. C'est pas mûr, vous voyez, c'est dur. Donc, je peux avoir 1 kilo de citron. Non, c'est pas encore mûr. Formée en 2006, grâce à la volonté politique des autorités municipales, Mariama a bénéficié d'un accompagnement qui lui permet de pratiquer l'horticulture hors sol sans pesticides. Cependant, la Sénégalaise ne trouve pas sa passion suffisamment rentable. Mais elle est convaincue que former d'autres femmes ou des personnes intéressées serait plus gratifiant. On peut dire c'est rentable, c'est pas rentable. Pour juste de la production, vous voyez, l'espace n'est pas trop grand. Donc vous voyez, ça pose problème. Ce qui serait plutôt rentable, c'est d'avoir des marchés de formation. Là, si vraiment vous tombez sur ça, tu te fais de l'argent. Le but de la formation, c'est de former les femmes pour avoir des légumes de qualité, mais aussi de pouvoir de vendre le surplus. C'était ça l'objectif. Parce que vous avez ici, il n'y a pas d'espace. Accéder aux légumes aussi, ça pose problème. Donc c'était ça l'idée. Même si les maisons sont tout petites avec les terrasses, on peut l'utiliser.
Donc vous mettez vos tables ou bien vous prenez les querelles, ça ne coûte rien du tout. C'est du matériel de recyclage. La Sénégalaise travaille souvent sous un ciel accablant, mais ne se décourage pas pour autant. Elle est aussi soutenue par ses clientes. Quand je la vois dans ce jardin, je ressens une grande fierté pour elle. C'est une femme inspirante. Et moi, en tant que femme, je me suis également formée au jardinage. Et j'ai fini par comprendre qu'il est possible de faire son micro-jardin chez soi, avec soit des bidons vides ou des pots, entre autres. L'essentiel, c'est un espace où vous pouvez bidons, Les prix du micro-jardin, ce n'est pas comme les prix du marché. Parce que le micro-jardin, c'est du bio. Et tout le monde sait que le bio est plus riche que les autres. Donc, on a préféré d'acheter sur le micro-jardin des produits. Mais des fois, on fait des crédits, mais des fois, on achète. On achète, des fois, on fait la crédit jusqu'à la fin du mois. On paye. Des fois, c'est au milieu du mois qu'on paye. Le micro-jardinage à Dakar facilite aussi l'emploi pour les jeunes et les femmes. Elle peut être pratiquée sur des terrasses, bien que l'enthousiasme des jeunes soit parfois limité. Pour les jeunes qui s'y intéressent le moins, je pense que c'est un souci de communication parce qu'ils ne se sont pas rapprochés déjà de ces professionnels, d'accord, qui transforment aujourd'hui, qui sont dans le micro-jardinage. C'est un problème de communication. Deuxièmement, aujourd'hui, si la communication elle passe, ça permettrait en fait de créer de nouveaux emplois. Ça va permettre de créer de nouveaux emplois, de permettre en fait à ce que voilà, la terre soit exploitée. Parce que la plupart du temps, quand on voit beaucoup d'espace, mais c'est pas utilisé. Ils peuvent utiliser leur terrasse, bien sûr. Et puis pourquoi pas au sein de l'école même, mettre en place un petit micro-jardinage pour pouvoir voilà, les initier, les préparer, l'intégrer dans le système éducatif. On peut prendre un jour dans la semaine où ils sont initiés dans ces pratiques-là. Qui arrivent à le faire, mais ouais, mais c'est rare. Oui, mais c'est rare. Le ratio là, il est faible. Une surprise. Mariama reçoit la visite d'une cliente fidèle, Aïssatou, qui s'organise pour ravitailler sa famille. Oui, ce que je sais, le micro-jardinage, c'est bien, parce que c'est du bio. Quand j'entends bio, il n'y a pas d'engrais chimiques, c'est bon pour la santé, quoi. Ouais. Je viens ici, j'achète les condiments, les légumes et autres. L'État devrait aider les gens, surtout les femmes, à faire ce métier. Ouais. L'État devait vraiment soutenir les gens, les aider pour mieux améliorer. Les micro-jardins fonctionnent en cycle fermé, économisant ainsi l'eau d'irrigation et les engrais. Mariama élève également de la volaille qui joue un rôle important en fournissant du compost pour fertiliser les cultures et en contribuant à la production alimentaire durable. Cependant, elle rencontre quelques difficultés dans son activité. Dans cet espace, il y a les mauvaises herbes. Certains aussi, ce sont les voleurs aussi. Les voleurs, ils m'ont volé des lapins, des pigeons, des poulets. Donc, il n'y a pas de sécurité. Ça, on a essayé de commencer à faire de la volaille pour pouvoir fertiliser nos plantes. Si vous voulez, on peut voir là-bas, il y a des poulets. Mais ce temps-ci, juste après la Korité, ils nous ont pris nos lapins, 5 lapins. Les pigeons, je ne sais même pas. La mairie des HLM, qui a lancé le projet de micro-jardinage au centre socioculturel jusqu'en 2026, ne prend aucun pourcentage sur les ventes réalisées par la formatrice en micro-jardinage. Bien que l'espace soit petit, cette femme continue de produire des fruits et des légumes. D'ailleurs, nous avons même eu droit à des bananes, symbole de sa récolte et fruit de ses efforts.
Et nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte après cet excellent reportage de nos reporters. Monsieur Yaya Ba, vous possédez une ferme urbaine d'agroécologie intensive, vous êtes agroécologiste. Quels sont les critères distinctifs d'un micro-jardinage durable par rapport aux autres pratiques agricoles en milieu urbain? Merci pour cette question. Voilà, les critères distinctifs d'un micro-jardinage durable par rapport aux autres types d'agriculture, c'est que le micro-jardinage durable utilise déjà des intrants, peu d'intrants naturels et en même temps peu de ressources aussi, je dirais. Et aussi, ça protège l'environnement. Et aussi, tout le matériel utilisé peut être du matériel de recyclage. On récupère du matériel qui devait être des déchets, qui devait aller se jeter au niveau des décharges. Et là, on les récupère, c'est des coûts en moins. On utilise des intrants où on peut aller directement les trouver au niveau du site. Par exemple, si vous pouvez prendre les intrants de production, il y a les semences. À un certain moment donné, vous n'allez plus acheter de la semence au niveau des semenciers. Vous-même, vous pouvez, avec vos plants, récupérer les semences et les réutiliser. Vous pouvez utiliser du matériel comme des feuilles mortes, comme des déchets d'animaux. Tout ça, vous allez les mélanger et ça va vous servir d'intrant de fertilisant. Vous pouvez aussi utiliser l'eau. Si, par exemple, aujourd'hui, jamais vous faites la combinaison de cultures, vous produisez des légumes, vous produisez aussi des poissons, ou bien vous faites de la volaille. L'eau issue des poissons peut être utilisée pour arroser ces plantes-là. C'est un cycle fermé qui permet de faire revivre cette eau-là et vraiment de ne pas gaspiller. Et en même temps, vous allez utiliser peu de ressources pour aller acheter au niveau des semenciers, des intrants que vous en aurez besoin. Ça, c'est des critères qui peuvent être intéressants. Monsieur Ba, qu'en est-il des cultures privilégiées dans ces petits jardins urbains? Les cultures privilégiées, je dirais d'abord les légumes. Il y a les légumes. En général, aujourd'hui, ce n'est pas tous les légumes, mais pratiquement je peux dire 80% des légumes que nous mangeons peuvent être cultivés dans les micro-jardinages. Il y a aussi les menthes, ce qu'on appelle les plantes aromatiques. Ils peuvent être cultivés dans les micro-jardinages. Il y a les épices, très prisées aujourd'hui par les populations urbaines et qui sont développées dans ces micro-jardins. Et quels sont les avantages économiques potentiels pour les acteurs de ce micro-jardinage en milieu urbain? Les avantages économiques, je dirais, sont énormes. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui décide de faire du micro-jardinage à la maison. Vous utilisez peu d'espace et peu de matériel et vous n'avez pas besoin d'acheter des terres. Et avec ce que vous avez à la maison, ne serait-ce qu'une portion, ou bien votre terrasse, ou bien votre espace qui vous reste, et là, vous pouvez faire, ne serait-ce qu'avec 1 mètre carré, 2 mètres carrés de surface de culture, ça peut vous rapporter, vous pouvez vous nourrir en allant plus au marché pour acheter certains légumes ou bien certains condiments, et le reste, vous pouvez le revendre à vos voisins. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous permettre d'avoir vraiment de l'économie. Et vous pouvez en même temps économiser votre revenu et aussi avoir de l'argent par rapport à ce que vous vendez. Ça contribue à l'autosuffisance alimentaire en milieu urbain. Maintenant, quel rôle joue l'éducation et la sensibilisation dans la promotion des mini-potagers au sein de la population locale? L'éducation, elle doit être primordiale parce qu'il nous faut éduquer les gens pour aller vers cette tendance-là et aller vers ces méthodes de culture. Pourquoi? Parce que je dirais qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à tout chercher dehors. Et pour parler de souveraineté alimentaire ou bien d'autosuffisance alimentaire, il faut que les gens commencent à même être autonomes, certains pas. On ne peut pas être autonome 100%, mais il y a des choses qu'on peut être autonome et les développer nous-mêmes. Je pense qu'en ce moment-là, que l'éducation, la sensibilisation, de faire comprendre à la personne que ne serait-ce qu'en faisant un pot de menthe à la maison, ça peut vous aider vraiment à être autonome et ne pas toujours de se dépendre du boutiquier ou bien de la femme qui est venue vous ravitailler ou bien de se dépendre toujours du monde urbain ou bien rural qui va vous fournir des produits et à un certain moment donné, il y a la régularité qui cause problème. Qu'en est-il de l'impact social de ces espaces verts en termes d'autonomisation des femmes et des jeunes, selon vous? L'impact, elle est importante parce qu'aujourd'hui, ça peut nous aider en voyant tout ce qu'il y a avec les problèmes de dérèglement climatique, les hausses de température et aussi les canicules qu'il y a. Si aujourd'hui, jamais on arrive à reverdir ces espaces, nos maisons, ça peut nous servir de zones où on peut capter ce carbone-là qui est en train de nous tuer, je dirais.
Ça peut servir des puits de carbone, comme on dit nous en tant qu'environnementalistes. Ça peut servir aussi des milieux où les gens peuvent être vraiment en contact avec la nature pour l'épanouissement. Ça peut être des jardins de détente. Ça peut être même des milieux où les gens vont se rencontrer et se sourcer, s'inspirer. Tout ça, socialement, je pense que ce sont des choses que les gens n'arrivent pas à voir tout le temps. Nous, par exemple, on a eu la chance d'avoir notre jardin où les gens fréquentent matin, midi, soir. Vous venez, vous allez trouver parce que le cadre est propice. Vous savez que réellement là où vous êtes en contact avec la nature, vous trouvez des animaux, vous allez trouver des plantes, des personnes, et tout le monde est là. Bon, donc je me dis que c'est des choses socialement qui renforcent les liens. L'entretien de ces mini-potagers est essentiel. Alors, quel partenariat ou collaboration pourrait être mis en place pour garantir la durabilité déjà de ces micro-jardins en milieu urbain, particulièrement à Dakar? D'accord. Bon, je pense qu'en termes de partenariat, les partenariats doivent être de manière collaborative, inclusive. Ce n'est pas que ceux qui font les micro-jardins qui doivent être des partenaires entre eux, ce n'est pas entre les clients simplement et le producteur, non. Même la municipalité, même les voisins riverains doivent être des partenaires. Pourquoi je le dis? Parce que nous, on a un peu expérimenté. Aujourd'hui, même nos clients sont devenus nos partenaires. Les riverains, les voisins sont devenus nos partenaires. Ils viennent, ils nous amènent par exemple des bouteilles d'eau vides. Ils viennent, ils nous amènent par exemple des bassines cachées dans leur maison. Nous, on prend ces bassines-là et on leur donne de nouvelles vies. Et on produit des légumes et on les revend ces légumes-là, ou bien des fois même on les distribue ces légumes. Je pense que ça, ce sont des termes de partenariat que les gens doivent mutualiser entre eux avant même que de passer au niveau supérieur, là où l'État doit venir vraiment appuyer ces micro-jardinages, appuyer ces gens qui sont en train de faire des résultats énormes, ou bien un travail énorme, je dirais, là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez un micro-jardin situé dans un quartier, il y a minimum 50 à 100 maisons qui sont en train de se ravitailler, sans pour autant que les gens comprennent le sens. Ils se ravitaillent chaque jour en légumes, en épices, en plantes aromatiques. C'est là leur premier marché d'abord avant d'aller au niveau du supermarché ou bien au grand marché. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création de Sounou Jardin, votre ferme urbaine d'agroécologie intensive? Bon, ce qui a motivé, c'est comme dans le reportage, Mariama a dit, c'est un projet qu'avait développé la municipalité de Dakar. Et depuis très longtemps, les femmes sont en train de se vraiment batailler et ils ont tout fait. Et à un certain moment donné, on a vu que ça demande vraiment des innovations. Ça nécessite vraiment d'apporter des choses nouvelles. C'est en ce moment que moi je suis venu en collaboration avec celle qui avait la ferme. On a rediscuté pour voir maintenant qu'est-ce qu'il faut apporter dans l'innovation. De par mes compétences, en tant qu'agroécologiste, je sais que l'agriculture durable, c'est l'agriculture qu'il faut suivre actuellement. Aujourd'hui, c'est forcément, on va faire cette agriculture-là. Maintenant, on est venu, on a dit qu'au lieu de faire tout simplement des micro-jardins comme les gens le faisaient, on va faire autrement. On va faire du jardinage intensif. C'est-à-dire que faire de manière naturelle, mais de manière intensive. Produire dans un mètre carré plusieurs légumes de manière naturelle et que ça soit continu et régulièrement. C'est ce qui nous a amené un peu aujourd'hui à voir, on développe aussi. On donne des formations pratiques pour des gens qui veulent vraiment savoir comment ça marche. Et aussi, on est en train de produire et de transformer même des produits et de les vendre aussi. Et quel regard portez-vous à l'avenir sur le micro-jardinage en milieu urbain? Forcément, c'est l'avenir, c'est le micro-jardinage en milieu urbain parce que vous voyez, tout a été construit, tout est maintenant béton, tout est route. Il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace, même dans les maisons, maintenant c'est des immeubles. Les gens ne parlent plus de maisons où il y a par exemple un espace réservé par exemple à des plantes, quelque chose comme ça. C'est des immeubles. Les gens n'ont plus ces espaces-là, c'est soit un balcon que vous avez et c'est petit, vous ne pouvez pas faire beaucoup de choses. Donc forcément, il y aura des espaces où les gens sauront développer des cultures, développer des choses que les gens qui habitent dans ces milieux-là peuvent venir se ravitailler. Donc là, je me dirais que c'est l'avenir forcément. C'est pour cela que ces genres d'espaces, ce sont des espaces à conserver et à développer pour qu'aujourd'hui ça aille et que ça grandisse. Moi, je me dis que ce n'est pas petit qu'on dit qu'on ne peut rien faire ici, non. On peut faire plein de choses à l'intérieur, il suffit juste de l'accompagnement, des moyens qu'il faut accompagner des choses et vraiment de la motivation. Merci Monsieur Ba pour cet éclairage. Merci. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.